Bon, le Conseil d'État a validé l'autorisation environnementale de l'A69, ça c'est une bonne nouvelle. Le Conseil d'État, pour une fois, a pris une bonne décision. Mais non, mais c'est vrai, l'autorisation environnementale Toulouse 4, enfin on peut faire quelque chose dans ce pays. Et je trouve que c'est intéressant cette autoroute parce qu'il est... territoire désenclavé. Mais bien sûr, contesté par les écologistes, quelques écologistes. Enfin, j'ai vu des jeunes gens qui étaient dans des arbres. Chiens qui montent dans les arbres, oui. Non, mais toujours les mêmes. Il faut être respectueux, évidemment, avec les uns et les autres. Mais avec les arbres, enfin bon. Avec les arbres. mais c'est vrai que tu es quand même aujourd'hui, c'est compliqué. Dès que tu veux faire un stade de football, une autoroute, un bâtiment, un aéroport, etc., tu as affaire à une population qui t'explique qu'ils ont trouvé une race de batraciens qui existe depuis le XVIIIe siècle et qu'il faut sauver de la planète, et que si tu construis ton aéroport, ces batraciens mourront. Bon, j'entends, je les entends, mais je sais qu'il y a d'autres motivations derrière tout ça. Dans un communiqué, le Conseil d'État estime notamment que ni l'aménagement du réseau routier existant, ni la mise à deux voies de l'actuelle route nationale 126, ni l'amélioration de la liaison ferroviaire ne constituent une solution alternative satisfaisante dès lors qu'aucune de ces options ne permet de répondre de manière aussi efficace que la liaison autoroutière aux objectifs poursuivis. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait arrêté les travaux, on les a repris. Je voudrais savoir ce que ça a coûté. Ce que ça a coûté en frais, alors évidemment en frais juridiques, mais pas que, en frais, en travaux que tu as interrompus, il a fallu entretenir le matériel, par exemple, qui était sur place, les pelleteuses qui sont restées sur place. Il a fallu que des agents de sécurité surveillent pendant des semaines le matériel qui est resté sur place, parce que justement, les opposants écologistes ou pseudo-écologistes, etc., menaçaient de tout casser, de tout détruire, etc. Donc effectivement, ça coûte à chaque fois une fortune. Et vous parliez d'un aéroport, évidemment, le plus célèbre, c'est ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. Il y avait eu un référendum local, l'aéroport devait se faire, une ZAD pendant des années, où ça a été très dur de la faire, de démanteler cette ZAD. On se souvient des images, et l'une des premières décisions d'Édouard Philippe, aujourd'hui candidat à la présidentielle, comme Premier ministre, c'est quand même de céder sur Notre-Dame-des-Landes, alors que tout était fait pour qu'il y ait un nouvel aéroport. Le vote des citoyens était recueilli, et il a cédé sur Notre-Dame-des-Landes. Donc évidemment, et c'est pour ça que les écolos en sont sortis renforcés. C'est pour ça qu'ils ont essayé de se battre contre cette autoroute. Ils avaient gagné à Notre-Dame-des-Landes. Alors pourquoi perdre sur l'autoroute ? Mais vous avez parfaitement raison. Et en fait, lorsque l'État ne montre pas son autorité, sa fermeté, bien, il pour tous les sujets, c'est comme ça. Exactement. Donc voilà une nouvelle qu'on peut trouver intéressante, et notamment, alors je connais mal cette région, vous la connaissez bien, Christophe Bordet ? Un petit peu, mais il y a notamment l'usine Pierre Fabre, qui est donc pharmacien, comme vous le savez, qui fabrique des médicaments. Pierre Fabre, oui. Et ils ont absolument besoin chez Pierre Fabre, effectivement, d'avoir notamment cet axe routier pour pouvoir aller très vite vers Toulouse, puis de Toulouse vers Paris et le monde entier. Et jusqu'à présent, c'était quand même très difficile, parce qu'à la clé, il y a quand même des centaines d'emplois à chaque fois. C'est ça aussi le sujet. Et visiblement, ceux qui luttent contre cette autoroute, ou qui ont lutté contre cette autoroute, je pense qu'ils n'ont strictement rien à faire de l'économie locale. Parce que cette autoroute, c'est l'économie locale qui est en jeu, là, pour le coup, avec le développement d'entreprises tout autour. Mais ils vous diront que l'économie ne doit pas prendre la place de la nature. De toute façon, les positions sont irréconciliables. Vous avez des écologistes qui, aujourd'hui, souhaitent la fin du capitalisme et qui utilisent l'écologie comme les communistes ont souhaité arrêter le capitalisme au XXe siècle. Ils n'y sont pas arrivés avec le communisme, et ils enfourchent le cheval de l'écologie. Et on l'a vu sur l'épisode de Canicule, donc c'est des positions irréconciliables. Ils sont pour la décroissance, et ils font peser sur le capitalisme la responsabilité des canicules et du réchauffement climatique, pour faire vite. Bon, on n'en sortira évidemment pas. Il est 16h12, appelez-nous parce que vous nous avez appelé toute l'année, donc il n'y a pas de raison que la dernière semaine, vous ne soyez pas au rendez-vous. Pourquoi vous seriez... En fait, on a eu des auditeurs. Oui, c'était... On a eu des auditeurs. C'était... Alexandre Mar, on a eu des auditeurs toute l'année quand même. Oui, mais si vous me faites un signe avec votre pouce... Oui, on en a eu. Oui. Bon.
Merci de cette réponse. 16h12, à tout de suite. Nous sommes avec Elisabeth Charrier, qui est déléguée générale de la Fédération nationale du funéraire, et on va évoquer les tensions qui se concentrent à Paris, où les 2 funérariums sont complets. Bonjour madame. Bonjour. Et merci d'être avec nous. La fin de cet épisode de canicule, le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera en fin d'après-midi une nouvelle cellule interministérielle de crise. Il s'agira de faire le bilan et tirer, je cite, un retour d'expérience, mais aussi s'atteler à la préparation et à l'anticipation d'éventuels nouveaux épisodes. C'est ce qu'a fait, à savoir Matignon. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a déclaré hier dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France que ce n'était pas un fiasco. Nous étions préparés. Faut-il s'attendre à un bilan assez lourd ? Dimanche soir, Météo France a indiqué que pour la semaine du 6 au 13 juillet, le scénario de forte chaleur dans le pays devenait plus probable, même si leur intensité reste à ce stade incertaine. Ce matin sur l'heure des pros, et on était entre 9h et 10h, on était avec un météorologue qui était, circonspect sur la possibilité d'avoir précisément à cette date-là une canicule. Au-delà de 2-3 jours, en général, c'est difficile. Non, 2-3 jours. Non, là, 10 jours, ça va, mais pas 2-3. Non, mais aujourd'hui, à 15 jours, franchement, on est capable de tomber assez juste. Et moi, ce que je vois, c'est que mercredi prochain, il fait déjà 34 degrés. Et on est aujourd'hui lundi. Et je pense qu'il ne se plante pas à la météo. Et je pense que mercredi prochain, il fera 33 degrés et probablement 34 le jeudi, non, mais etc. À 8 jours près, vous avez raison. Mais d'abord, de là à dire que le 13 juillet, il y aura une canicule comme Madame Barbu, la célèbre Madame Barbu, oui, bien sûr, l'a dit, cela n'est pas possible. Elle a dit quelque chose d'invraisemblable ce week-end, Madame Barbu. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a choqué tout le monde en disant vous pensez vraiment que c'est en mettant de la clim partout qu'on va résoudre le problème ? Personne n'a dit ça. Vendredi. Elle dit dans les forêts. Mais évidemment, on va pas mettre des climatiseurs dans les forêts. Et donc, on va pas non mais là encore, on peut parler pendant des heures d'Emmanuel Macron. Commencer avec Nicolas Hulot et terminer avec Monique Barbu. Ça en dit long quand même dans ces ministres qui sont importants. T'en as un qui, il a sûrement beaucoup de qualités, mais c'était quand même un homme de télévision. Il ne paraît pas adapté au poste qu'il a eu, et on l'a vu. Et de l'autre, tu as une Madame Barbu, elle est collector quand même. Une Madame Barbu qui est collector, comme vous dites, qui est présidente d'une association dont tu as découvert d'ailleurs qu'elle vit dans le Var, dans une superbe piscine. Avec la clim. Avec la clim, non mais... Bien sûr, avec j'avais pas vu ça. Oui, elle a la clim chez elle. Elle est plus riche que vous et moi réunis. Ah, donc elle critique la clim ? Mais il l'a dit tous. On a découvert le patrimoine de Madame Barbu, qui est quelque chose, croyez-moi, Madame Barbu. Oui, parce qu'elle est actionnaire de tout un tas de boîtes. Sous les toits. Il la critique Madame tous, Barbu vit dans le Var. Ils travaillent tous dans la clim au ministère, etc. Donc c'est pour ça que pour eux, ça leur semble complètement OK. Tu vas qu'ils fassent 39 degrés dehors de la même manière que tous leurs enfants. C'est une œuvre d'art, Madame Barbu. Je vous le dis comme je le pense. Non, mais t'as pas de clim pour les malades, t'as pas de clim pour les élèves, t'as pas de clim pour les retraités en EHPAD, et tu vas pousser un coup de gueule contre la clim en faisant croire que les gens ont réclamé la clim dans les forêts. Mais ils ont aussi des services de sécurité pour leurs enfants en général, donc en fait la sécurité pour eux c'est pareil, c'est quelque chose de complètement loin d'eux. Bon, enfin elle pourra se reposer cet été à Saint-Tropez dans sa superbe propriété que j'ai manifestement Madame Barbu, et on lui souhaite un C'est à Saint-Tropez la propriété ? Bien sûr. Non mais je vous jure. Non mais c'est comme Manon Brie sur son bateau qui nous fait la leçon ensuite, quoi. Madame Charrier, bonjour. Rebonjour. Il y a donc l'assistance publique Hôpitaux de Paris a évoqué une activité des urgences exceptionnellement élevée depuis la fin de semaine. Elle a noté une baisse des passages aux urgences et des appels du SAMU par rapport à la veille, à un niveau encore nettement supérieur à la normale. Et vous, je le disais, vous êtes délégué général de la Fédération nationale du funéraire. Et manifestement, il y a un souci important. Est-ce qu'il est comparable à celui qu'on avait rencontré au moment du Covid ? Alors, on n'est pas du tout dans la même condition que celle du Covid, ni même que de la canicule de 2023. Et les difficultés, elles sont contingentées, entre guillemets, à Paris intramuros, l'Île-de-France et une grande périphérie autour. Mais autrement, le reste de la France ne souffre pas, en tout cas, des mêmes difficultés en matière de gestion funéraire. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez à Paris ? À Paris, en fait, il y a 2 chambres funéraires qui existent, qui peuvent accueillir à peu près 120 défunts.
Dans la mesure où vous avez plus de 100 défunts dans une journée, vous imaginez qu'elles sont vite complètes. Et donc, il faut s'organiser pour pouvoir travailler en réseau avec les chambres funéraires qui sont en petite couronne, en grande couronne, pour pouvoir accueillir les défunts, de façon à ce que dignement les familles puissent venir faire un dernier adieu au visage de leurs proches. Il n'y a que 2 chambres funéraires dans Paris, oui. Il y a un projet sur une 3e qui ouvrira d'ici peu avec une 40aine de places supplémentaires. Pour qu'on comprenne ce qui se passe, quand une personne décède aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Elle décède, on va prendre plusieurs cas. Elle décède, elle a 80 ans, elle décède dans son appartement parisien. Qu'est-ce qui se passe ? Si cette personne elle a un contact régulier avec quelqu'un de l'extérieur ou si elle n'est pas seule, le médecin va venir immédiatement faire un constat de décès. Enfin, on va appeler un médecin ou un infirmier diplômé pour le faire, établir un certificat de décès. À partir du moment où le constat du décès est fait, seul un opérateur funéraire peut venir récupérer le défunt pour pouvoir l'emmener sur une infrastructure adaptée. Mais est-ce qu'elle peut rester avant les obsèques dans l'appartement dans lequel elle est décédée ? Alors, en période de froid ou en température normale, dans certaines conditions, on peut effectivement conserver un défunt à domicile. Ça arrive de rares fois, mais ça arrive encore. Mais dans les conditions de canicule que nous connaissons, si c'est un appartement qui est surchauffé, il faut faire vite pour emmener le défunt ailleurs. Il n'y a pas des moyens de protection qu'on pourrait mettre en place pour ne pas que le corps soit trop abîmé trop vite pour qu'il puisse rester entre le moment où on décède, et le moment où les obsèques ont lieu. La moyenne, j'ai l'impression, c'est 3 jours, 4 jours ? C'est plutôt 6-7 jours. 6-7 jours. Bon. Donc effectivement, pendant ces 6-7 jours-là, il n'y a pas de moyen technique qui permet de préserver le corps du décédé dans les conditions, c'est ce que je comprends en tout cas, dans les conditions actuelles de chaleur, c'est ce que vous dites. Amener une table réfrigérée dans un appartement au 4e étage sans ascenseur, dans une pièce qui est trop petite, non. Faire des soins de thanatopraxie, imaginez que c'est quelque chose qui peut être compliqué aussi. Amener de la carboglace, en 1 heure, votre carboglace, elle est fondue. Les chambres funéraires existent depuis combien de temps ? Les chambres funéraires, celles-ci, elles sont centenaires. Donc, il y a des infrastructures qui existent. Il y a 4000 chambres funéraires presque sur le territoire national. Moi, j'avais le sentiment que c'était plutôt récent, le passage dans la chambre funéraire, et que les gens étaient, il y a 50 ans, chez eux. La veillée funéraire se faisait plutôt dans l'appartement ou dans la maison dans laquelle la personne était décédée. Un petit peu plus de 50 ans en fait. La mort elle se passe en milieu hospitalier aujourd'hui. 80% en temps normal, 80% des personnes décèdent en milieu hospitalier, EHPAD, hôpital. 20% décèdent à domicile. Là, aujourd'hui, on est sur une proportion bien plus importante de décès à domicile. On a plus de 50% de décès à domicile en ce moment, parce que les gens décèdent chez eux. La veillée au domicile, ça ne se fait plus. On a médicalisé la mort, donc on va en chambre funéraire beaucoup plus Pardon, mais aisément. quand vous dites décèdent chez eux, vous parlez bien de la canicule, des conditions Et quel est le processus, entre guillemets ? C'est-à-dire qu'en fait, il meurt parce que vraiment il fait trop chaud, donc il se déshydrate. Ça, vous demanderez à un médecin. Je ne suis pas qualifiée pour vous le dire. Elisabeth Charrier-Techniot, elle est déléguée générale de la Fédération nationale du funéraire. C'est vrai que, alors vous dites 4000, 100 personnes décèdent à Paris par jour, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure ? Non. À Paris, on est plutôt sur une 40aine de défunts, mais la seule journée de samedi, je crois, sur les chiffres de Santé publique France, on était autour de 100 décès pour la journée, donc ce qui était très exceptionnel. On voyait effectivement le cas de la personne qui décède chez elle. Donc la personne qui décède à l'hôpital, de la même manière, c'est dans les 12 heures, elle quitte l'hôpital pour aller dans une chambre funéraire ? En fait, si c'est un hôpital qui est assez gros, il va être muni d'une chambre mortuaire. Donc il va pouvoir être accueilli, le défunt va pouvoir être accueilli pendant quelques heures dans la chambre mortuaire. Il faut comprendre aussi les délais de traitement. Un corps il ne peut être transporté avant sa mise en bière que dans les 48 heures qui suivent son décès. Après 48 heures, on est obligé de faire une mise en bière. Si on fait une mise en bière, il n'y a plus d'adieu au visage possible pour les proches. Oui,
Voilà, donc les mises en bière immédiates, ça se fait dans les cas de certaines maladies extrêmement transmissibles. Et ça, c'était fait pour le Covid. Bon, et voilà. Puis, il y a une intervention sur le corps pour le rendre... Oui, alors ça peut être une simple toile. Si le corps est bien... le défunt est bien apaisé, une toilette pour pouvoir le présenter de façon à ce qu'il ait un visage qui soit apaisé. Si effectivement il y a une dégradation qui est un peu plus importante ou si on doit attendre plus longtemps, on peut pratiquer des soins de thanatopraxie. Bon, il est 16h24. Évidemment, c'est un sujet qui n'est pas particulièrement léger que nous traitons là, mais c'est vrai qu'il y avait une inquiétude avec ces tensions qui se concentrent à Paris, avec ces 2 funérariums qui sont complets à l'heure à laquelle je parle ? Non, il doit y avoir un peu de rotation qui a dû se produire sur la fin du week-end, mais ça reste tendu. Faut pas oublier qu'il y a 27 000 collaborateurs sur le territoire qui travaillent 24 heures sur 24 au niveau du secteur funéraire pour pouvoir gérer ces situations aussi. Donc voilà, il faut... en collaboration avec les services de pompiers, la sécurité civile, les milieux médicaux. Voilà, c'est une coordination quotidienne qui se fait à ce sujet. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'apprendre à Paris, par exemple, qu'il n'y a que 2 funérariums. C'est pareil, étonnant. Ouais. Je pensais pour tout dire qu'il y avait des chambres privées quand même. Il n'y a pas de funérarium j'ai envie de dire, de maisons funéraires qui existent, où il y a 4-5 chambres. Dans Paris, en fait, vous avez un funérarium qui est celui de la ville de Paris, qui est à Batignolles. Il est géré par la ville de Paris. Ça, c'est la ville qui paye ? C'est la ville qui paye. C'est les familles qui payent. Pardonnez-moi. Il est géré, en fait. Il est géré par la ville de Paris. Et un autre funérarium qui est à Ménilmontant, qui a une 40aine de places, qui est géré par un opérateur privé. Il y a une 3e ouverture qui est attendue dans les mois qui viennent par un opérateur privé qui a investi aussi. Et il y a un prix à la journée, puisqu'on paye toujours, même mort, j'imagine, on paye sa chambre mort. C'est ça qui est assez étonnant. Donc il y a un prix qui est facturé à la famille, j'imagine, pour rester dans cette chambre. Tout dépend des conditions dans lesquelles il y a eu un décès, s'il y a une réquisition du procureur, et s'il y a besoin de passer par l'IML quand ce sont des décès. C'est quoi l'IML ? L'Institut médico-légal, pour faire un constat de décès, de mort naturelle ou pas. Et derrière, il y a effectivement... alors, c'est pas un prix à la journée, c'est une prestation qui est globale. Bon, on va marquer une pause et puis on va marquer une pause dans quelques instants et je vous remercie vraiment de venir parce qu'il y avait cette inquiétude, mais vous nous rassurez quand même puisque je pensais que ces funérariums étaient aujourd'hui, pouvaient afficher complet et vous me dites... Oui, mais il y a un réseau francilien. On va proposer... Le principal, c'est que la famille puisse voir son défunt une dernière fois. Ou quel que soit le lieu où il est décédé. Oui, ça avait été un traumatisme au moment du Covid. Exactement. Donc aujourd'hui, on va proposer aux familles d'aller un petit peu plus loin, aux portes de Paris, en petite couronne, en grande couronne. Pour ceux qui le peuvent et pour certaines situations, on a certains funérariums qui ont accueilli des défunts sur Orléans, sur Chartres, de façon à ce qu'on puisse délester les infrastructures. Et puis chacun s'organise pour que tout se puisse se faire dans la dignité, je rappelle. Eh ben, vous avez été très précise et tout à fait complet. Et je vous remercie beaucoup, Madame Charrier. Vous êtes déléguée générale de la Fédération nationale du funéraire. Moi, j'avais été très frappé au moment du décès de mon père d'échanger avec la personne à Nantes qui s'occupait de cette maison funéraire et de l'intensité qu'il y avait dans son métier. Et c'est assez paradoxal de le dire comme ça, mais j'avais eu une conversation avec lui où je comprenais que il aimait d'une certaine manière ce métier, il aimait cette intensité-là. Alors, mon père, il avait 90 ans, quasiment quand il est mort, et donc c'est pas la même chose que dans la chambre d'à côté, il y avait un gosse de 18 ans qui était mort d'une crise cardiaque en faisant du sport. Et évidemment, les traumatismes de toute cette famille et de tous ces amis que je voyais passer, il y avait 5 pièces, je crois, dans cette maison funéraire. Et j'avais trouvé ça tout à fait remarquablement organisé, tout à fait apaisé. Les chambres étaient vraiment intéressantes, ou la famille, intéressante. En tout cas, permettait de se retrouver. Le recueillement. D'abord, l'espace est assez important. C'était, il y avait 30 ou 40 mètres carrés par chambre. Et je trouvais que c'était particulièrement adapté à ce moment-là. Oui, c'est une phrase qui court dans la profession, de dire on n'est pas là pour s'occuper que des morts, on est là pour s'occuper des vivants. Ouais.
je vous remercie beaucoup. Il est 16h28. Merci Madame Charrier d'être passée par notre micro. Merci beaucoup. Je vous en prie.